C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'ouverture d'une enquête sur l'assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi. Le fils de l'ex-dictateur Muammar Kadhafi a été tué hier dans un assaut sur sa maison. Quelles sont les dernières informations sur sa mort? Quelles conséquences sur la vie politique du pays? Décryptage dans un instant avec notre correspondante régionale Lilia Blaise. 300 000 déplacés dans le territoire de Fizi, dans l'est de la République démocratique du Congo. Un chiffre du CICR qui montre l'ampleur de la crise liée au combat entre l'armée congolaise et le M23, soutenu par le Rwanda. Nos envoyés spéciaux ont rencontré ces populations qui vivent constamment dans la peur. Reportage exclusif dans ce journal. Et à la fin de cette édition, on vous propose un petit voyage dans le passé. On repart en 1984, l'année où Lamine Gueye a participé aux JO d'hiver. Il est le premier noir africain à avoir participé à ces Jeux. 40 ans plus tard, il a décidé de renouveler l'expérience. Les détails à suivre. Le parquet en Libye a annoncé ce mercredi avoir ouvert une enquête sur l'assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi. Le fils du dirigeant défunt Muammar Kadhafi a été tué hier dans un assaut contre son domicile selon des témoins. Le parquet a d'ailleurs confirmé que Saïf al-Islam avait été mortellement blessé par balle. On retrouve tout de suite notre correspondante régionale Lilia Blaise. Lilia, bonsoir. Alors, on s'étend un peu plus sur les circonstances de l'assassinat de Saïf al-Islam. Alors oui, ça a été en effet, comme vous l'avez dit, confirmé par le bureau du procureur qu'il avait été assassiné par balle. Une équipe s'est rendue mardi à Zinten, dans l'ouest du pays, afin d'examiner la dépouille du fils de Muammar Kadhafi, ancien leader de la Libye pendant près de 40 ans. Et l'avocat français de Saïf al-Islam Kadhafi, Marcel Sekaldi, a confirmé à l'agence France-Presse qu'il avait été tué chez lui par un commando de 4 personnes qui n'ont pas été encore identifiées. Mohamed El Menfi, le chef du conseil présidentiel, a appelé les médias et les factions politiques à la retenue depuis l'annonce de la mort de Saïf al-Islam Kadhafi mardi 3 février et a promis qu'il n'y aurait pas d'impunité. La mission des Nations Unies en Libye a également appelé à enquêter sur son meurtre. Alors, son assassinat a suscité de nombreuses interrogations et plusieurs pistes sur le contexte plus que sur les auteurs ont été évoquées. Il y a d'abord celle des tensions autour de la présence à Zinten de Saïf al-Islam Kadhafi, où il vivait où il aurait vécu caché de tous depuis sa libération. Selon le politologue spécialiste de la Libye, Jalel Archaoui, dans cette ville qui s'était révoltée en 2011 contre Kadhafi, la tolérance de la présence de Saïf al-Islam n'était pas forcément partagée par tous. Et puis ensuite, il y a aussi des éléments extérieurs. Le fils prodigue de Muammar Kadhafi a toujours représenté un rival politique de l'ombre pour les forces en présence en Libye, à l'est comme à l'ouest, car même s'il n'avait pas le soutien de groupes armés ou de réelle présence médiatique ou politique, il bénéficiait d'un certain soutien populaire. Selon le réseau de recherche arabe Barometer, qui publie des sondages dans la région MENA, il bénéficiait de la confiance de 45% des Libyens sondés en 2022. Et dans une Libye encore assez fragmentée politiquement, il représentait une menace potentielle pour ses rivaux politiques. On l'avait vu d'ailleurs lors de la controverse qui avait été déclenchée en 2021, lorsqu'il avait présenté sa candidature à l'élection présidentielle, une élection qui n'avait jamais eu lieu. Alors, qu'est-ce que la mort de Saïf al-Islam signifie concrètement pour le jeu politique libyen ? Il faut rappeler que depuis 2011, la Libye est divisée politiquement. Actuellement, ce sont deux exécutifs qui se partagent le pouvoir. À l'est libyen, le régime militaire du maréchal Haftar et à l'ouest, le gouvernement d'unité nationale installé à Tripoli et reconnu par l'ONU. Donc, selon le chercheur spécialiste de la région Maghreb et d'Afrique du Nord, Raouf Farah, la mort de Saïf al-Islam Kadhafi peut faire perdurer une forme d'instabilité politique et confirme, selon ses mots, aussi la brutalité du jeu politique libyen. Il faut aussi rappeler qu'au-delà de Zintan, il y avait une certaine ascendance de Saïf al-Islam Kadhafi sur certaines parties du Fezzan, au sud-ouest libyen, une région aujourd'hui assez instable politiquement, que le régime du maréchal Haftar veut contrôler sur le plan frontalier et aussi sur la question des hydrocarbures. Donc la mort de Saïf al-Islam va certainement provoquer de nouvelles dynamiques de pouvoir à l'œuvre en Libye. Et puis aussi, selon Raouf Farah, elle marque une vraie rupture avec le passé, un passé dont certains Libyens étaient nostalgiques, à savoir la période du régime de Muammar Kadhafi. Donc elle est aussi forte symboliquement.
Merci beaucoup Lilia Blaise pour votre décryptage. Vous êtes notre correspondante régionale. Merci beaucoup. Au Soudan du Sud, l'offensive du gouvernement continue en territoire rebelle. L'armée a annoncé la reprise d'une nouvelle localité dans l'état du Jonglei ce mardi. Le 25 janvier dernier, l'armée avait ordonné à la population et aux ONG de quitter plusieurs régions. Depuis, la situation sur place se détériore pour les civils. Les précisions de Bastien Renouille. Déjà 230 000 personnes ont dû être déplacées depuis le mois de décembre dernier, selon l'ONU. Et au fur et à mesure que le conflit continue, la situation ne semble pas s'améliorer pour ces civils. Outre les combats sur le terrain, il semblerait qu'il y ait des bombardements, selon l'ONU. La population n'a donc pas eu le choix, elle a dû fuir. Beaucoup de personnes doivent dormir dehors. Elles n'ont plus accès à la nourriture, plus accès à l'eau et plus accès à la santé. De très nombreux hôpitaux semblent avoir été pillés, d'autres ne peuvent plus ouvrir leurs portes. Et enfin, les ONG, que ce soit les ONG locales ou internationales, ne peuvent plus travailler dans cette région. Je vous propose d'écouter l'un des responsables de Médecins sans frontières. Il est très difficile pour nous d'avoir une vision claire de la situation car nous faisons face à des restrictions d'accès depuis le mois de décembre. Nous n'avons plus accès à certains des hôpitaux, notamment au centre de l'État de Jonglei. Nous avons des collègues dans le village de Pieri. Ils ont été déplacés 3 fois en janvier. Ils ont dû transporter les patients qui étaient dans l'hôpital où nous intervenons. La panique était totale. Le personnel s'est enfui alors qu'il y avait encore des patients admis dans l'hôpital. C'est une situation très grave. L'objectif affiché du gouvernement est de réduire à néant les groupes rebelles d'opposition. Cela a été dit à plusieurs reprises par des généraux de l'armée sud-soudanaise. Et on l'a appris ce mardi, c'est assez surprenant, des négociations vont être organisées ici à Nairobi le 9 février. Leur objectif, c'est d'organiser les élections générales que le pays a déjà reportées à de multiples reprises au mois de décembre prochain. Mais qui participera à ces négociations, c'est un mystère, puisque le chef de l'opposition, Riek Machar, est en prison à Djouba et que de très nombreux groupes rebelles d'opposition qui lui sont alliés sont combattus en ce moment même sur le terrain par l'armée sud-soudanaise. Cette négociation qui doit être organisée ici à Nairobi est pour l'instant un mystère. Cette nouvelle attaque au Nigeria, elle est survenue mardi et elle a fait au moins 162 morts. Des hommes armés ont attaqué un village dans l'état de Kwara, dans le centre-ouest du pays, selon la Croix-Rouge. Ce massacre intervient alors que les autorités, avec le soutien des États-Unis, multiplient leurs efforts pour lutter contre l'insécurité liée aux gangs et aux djihadistes. On poursuit à présent notre série de reportages dans l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans le territoire de Fizi, où les violences liées au combat entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda font rage. Selon le CICR, le territoire de Fizi compte 300 000 déplacés, des populations qui vivent dans la peur. Reportage exclusif d'Aurélie Bazara-Kibangula et Emmett Livingstone. Dans ce village, perché tout en haut d'une colline du territoire de Fizi, les habitants ne dorment plus. Nous avons peur. C'est ici, dans ces montagnes, que l'on entend des détonations et des bombes exploser. On les entend nuit et jour, surtout vers Point Zéro, juste là-bas. Point Zéro, c'est dans cette zone que les combats se concentrent entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Depuis novembre, il y a des déplacés qui arrivent chez nous à cause des affrontements. Là-bas, il y a une dame qui est venue de Point Zéro avec ses enfants il y a 2 jours. Elle est en train de cuisiner. Fatima était agricultrice. À cause des bombardements, elle a tout abandonné derrière elle. Je suis triste. J'ai fui, mais mon mari a été tué. J'ai été violée par des hommes armés. Je suis ici sans rien. Les habitants m'ont prêté un endroit où dormir et ce vêtement que je porte. Je travaille un peu au champ pour avoir de quoi manger pour mes enfants. Comme Fatima, plus de 11 000 déplacés ont déjà été accueillis dans ce village. Dans le territoire de Fizi, la guerre fait partie du quotidien. Sur les routes, militaires et Wazalendo armés sont largement visibles. Certains habitants suivent les nouvelles du front, accrochés à leur poste de radio. Pour le moment, les nouvelles sont rassurantes pour les habitants. L'autorité du territoire le confirme. Les ennemis qui ont voulu déborder pour venir attaquer les territoires de Fizi et progresser Bibokoboko vers Baraka ont été repoussés. C'est notre armée
qui a connu un appui substantiel des autres troupes qui sont venues pour le renforcer. Mais au marché de Fizi, on sait que la situation peut être volatile. Les étals des commerçants sont clairsemés. Il leur est impossible de franchir les lignes de front pour aller chez les producteurs pour s'approvisionner. Les combats sont intenses et trop proches. Nous ne travaillons pas comme d'habitude, c'est plus calme. Nous avons tous peur que la guerre vienne ici. Si elle vient, on ne va plus pouvoir travailler, il n'y aura plus de marché. Ici, les habitants affirment que Fizi est un territoire martyr, en guerre depuis des décennies. Et malgré les cessez-le-feu déjà décrétés et les négociations en cours, peu d'entre eux nourrissent l'espoir de vivre un jour en paix. Cette évacuation de masse au Maroc, plus de 100 000 personnes ont été évacuées depuis vendredi dans le nord-ouest du royaume. Une mesure de précaution en raison de précipitations exceptionnelles. Les autorités ont d'ailleurs placé plusieurs provinces en alerte météorologique de vigilance rouge. La chorégraphe Germaine Akoni, les réalisateurs Mati Diop et Alain Gomis ou encore l'écrivaine Ken Bougoul, les grands noms du paysage culturel sénégalais se mobilisent pour interpeller le président Bassirou Diomaye Faye sur la situation à Gaza. Dans une lettre ouverte, plus d'une centaine d'acteurs culturels demandent entre autres l'expulsion de l'ambassadeur d'Israël à Dakar et appellent le gouvernement sénégalais à des mesures concrètes contre l'État hébreu. La correspondance d'Aminatou Diallo. C'est à travers une lettre ouverte adressée lundi au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye que ces acteurs culturels ont appelé le Sénégal à agir concrètement et à sanctionner Israël pour la guerre à Gaza. Ces artistes mettent en avant le fait que le Sénégal est membre du groupe de la Haye, une coalition d'États créée en 2025 pour coordonner des actions diplomatiques et juridiques de défense du peuple palestinien. Ils appellent l'État sénégalais à rompre ses relations diplomatiques avec Israël, à mettre fin aux coopérations commerciales, militaires et de développement et à œuvrer pour l'exclusion d'Israël des compétitions sportives internationales, en particulier des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Pour ces artistes, l'ambivalence du Sénégal sur la situation à Gaza n'est plus tolérable. Aujourd'hui, nous faisons face à un génocide qui s'intensifie à Gaza. Malgré le cessez-le-feu, les Palestiniens continuent d'être tués tous les jours par Israël. L'aide alimentaire ne rentre pas. Les personnes malades n'arrivent pas à sortir de Gaza pour se faire soigner. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde fait face à la terreur israélienne. Donc il nous a semblé plus qu'évident de se saisir de cette question et d'appeler le président de la République du Sénégal à s'acquitter de ses obligations en termes de droit international. Devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier, le président sénégalais a déclaré « Se taire, ne pas agir serait une forme de complicité passive à propos de la situation en Palestine ». Les acteurs culturels, eux, déplorent que ces paroles n'aient pour l'instant donné lieu à aucune action concrète. Ce soir, on vous parle de Lamine Gueye. Souvenez-vous, c'était en 1984. Le champion a écrit à Sarajevo une partie de l'histoire de l'olympisme. Il y fut le premier sportif noir africain à participer au JO d'hiver. 4 décennies plus tard, il a rechaussé ses skis pour dévaler la piste où il avait audacieusement défendu les couleurs du Sénégal. Noémie Roche. Aux couleurs du Sénégal, Lamine Gueye dévale à nouveau la piste de Bielasnica. 42 ans après son premier passage dans la capitale bosnienne, l'ancien athlète est venu revivre ici à Sarajevo les émotions fortes de sa première participation aux Jeux olympiques d'hiver. C'est un truc absolument inoubliable, quoi. Ça restera gravé dans mes mémoires pour toujours. Un souvenir marquant pour celui qui fut le premier homme noir africain à participer à des JO d'hiver. Pourtant, à l'époque, sa performance n'était pas rentrée dans les annales. J'étais bon skieur par rapport à un touriste lambda, mais je mettais le pied dans un monde que je ne connaissais pas. Assez rapidement, je me rends compte, hélas, que je ne vais pas être médaille d'or aux Jeux Olympiques. Il y a un moment, il faut quand même affronter la réalité. Il faut aussi savoir que c'est des pistes extrêmement exigeantes. Donc je crois que j'ai dû battre 4 ou 5 compétiteurs. Je n'ai pas fini dernier, mais j'en ai battu 4 ou 5. Et c'est cette audace qui intéresse aujourd'hui le producteur du documentaire consacré à l'athlète.
Lamine n'en était peut-être pas tout à fait conscient à l'époque, mais il a envoyé un message. Ce qui comptait, ce n'était pas une victoire olympique, c'était sa participation. Et elle était le triomphe de l'esprit humain. Après les Jeux Olympiques de Sarajevo, Lamine Gueye a participé à ceux d'Albertville en 1992 et de Lillehammer 2 ans plus tard. Mais pour le sportif, aucune expérience ne surpasse celle qu'il a vécue ici. Thank you very much. Vous voyez, c'est incroyable. Ce pays est incroyable. Ça fait chaud au cœur. Je crois que je vais revenir ici. Voilà pour le sourire de Lamine Gueye. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.